La Russie est en train de brûler tout. Des raffineries de pétrole aux usines de production, des infrastructures de transport aux aérodromes, des trains aux avions, des bases et bien plus encore. Tout est devenu une cible pour l'Ukraine dans ses frappes de drones continues et dévastatrices au-delà de la frontière, sur le sol russe. Et les effets des nombreuses attaques de drones ukrainiennes, calculées et impitoyables, s'accumulent bel et bien, paralysant l'économie russe, épuisant la machine de guerre du pays, et provoquant la colère du président Poutine et de ses acolytes du Kremlin. Rien que cette année, entre janvier et mai, les frappes de drones ukrainiennes ont infligé plus de 10 milliards de dégâts aux cibles russes. 10 milliards, rien qu'avec les drones. Et cela n'inclut pas les milliards supplémentaires. La Russie subit d'innombrables pertes sur les lignes de front, alors que l'Ukraine abat ses drones et missiles, endommage et détruit ses chars et véhicules blindés, et anéantit vague après vague de ses soldats. C'est un chiffre extraordinaire, et il a été révélé lors d'une conférence de presse tenue le 21 juin par le commandant en chef ukrainien, Oleksandr Syrsky. Selon Syrsky, les dommages directs causés par les attaques de drones ukrainiens s'élèvent à environ 1,3 milliard. Ce chiffre fait référence à la destruction réelle de l'équipement et des infrastructures russes, comme les équipements de raffinage de pétrole, les installations logistiques et de transport, ainsi que le matériel militaire. Syrsky estime également à au moins 9,5 milliards de dollars les dommages indirects. Ce chiffre fait référence au montant d'argent que la Russie a perdu à cause des retards, des perturbations et du chaos général causé par les drones ukrainiens. Cela montre simplement à quel point l'impact total des frappes de drones est souvent sous-estimé. Les gens ont tendance à se concentrer uniquement sur l'ampleur des dégâts causés et peuvent négliger les effets indirects à long terme. Par exemple, si un drone frappe un train, comme l'Ukraine l'a fait avec succès à plusieurs reprises, il y a plusieurs types de dégâts à prendre en compte. D'abord, les dommages causés au train lui-même, ainsi qu'à ce qu'il transportait à ce moment-là. Mais deuxièmement, et peut-être plus important encore, il y aura aussi des dégâts sur les voies ferrées. Il faudra alors du temps, de la main-d'œuvre et des ressources à la Russie pour dégager les débris et les gravats, puis reconstruire la section de voie endommagée. En attendant, cette section de voie ferrée ne pourra pas être utilisée, ce qui pourrait signifier que la Russie ne pourra pas envoyer des fournitures vitales aux troupes dans des zones clés le long des lignes de front, et qu'elle doit encore passer du temps et dépenser de l'argent pour trouver des itinéraires alternatifs afin de transporter la nourriture, les munitions, les troupes et l'équipement là où ils doivent être. La même logique s'applique lorsque les drones ukrainiens frappent d'autres cibles, comme des ponts qui doivent être reconstruits, ou des centres logistiques. Ce qui provoque toutes sortes de perturbations, au cœur même de la machine de guerre russe, et c'est exactement ce que vise l'Ukraine. Et elle sait que son armée est nettement plus faible que celle de la Russie. Elle dispose de moins de troupes, avec environ 900 000 soldats, contre 1 300 000 pour la Russie. Un budget militaire nettement inférieur. La Russie augmentant continuellement ses dépenses de défense à mesure que la guerre se poursuit, et des forces plus petites et plus faibles, dans de nombreux domaines, que ce soit dans les airs ou au sol. La Russie peut mobiliser d'énormes quantités de véhicules blindés, de chasseurs, d'hélicoptères d'attaque, de chars, de systèmes d'artillerie, et ainsi de suite. C'est un combat de David contre Goliath, et l'Ukraine le comprend. Alors, plutôt que d'essayer d'attaquer la Russie de front, ou de tenter une approche de force brute vouée à l'échec, les forces avec les armées ukrainiennes doivent réfléchir intelligemment et stratégiquement, en frappant les types de cibles qui affaibliront et ralentiront les envahisseurs russes. Syrsky lui-même l'a admis lors de la conférence de presse, notant que les nombreuses attaques de drones de l'Ukraine en 2025 visaient jusqu'à présent à affaiblir le potentiel militaire et économique de la Russie. Chacune d'elles est conçue non seulement pour endommager, mais aussi pour perturber l'effort de guerre russe, obligeant Poutine et ses commandants à retarder leurs plans, à réécrire leur stratégie, et à repartir de zéro encore et encore. De plus, comme l'Ukraine ne dispose pas du même budget militaire colossal que la Russie, ni des hordes gigantesques de matériel et des immenses installations de production de drones que la Russie est en train de construire, elle doit faire en sorte que son équipement compte, elle doit tirer le maximum de valeur de chaque frappe, et si l'on en croit les statistiques, elle fait un travail époustouflant. Lors de la conférence, Syrsky a révélé le fait étonnant que les attaques de drones de frappe en profondeur de l'Ukraine sont incroyablement rentables. Pour chaque dollar dépensé dans ces opérations, environ 15 $ de dégâts sont infligés à la Russie. C'est un ratio de 15 pour 1 en faveur de l'Ukraine. Et c'est le genre de statistique qui va absolument rendre Poutine furieux, surtout à un moment où l'économie russe est de plus en plus en difficulté.
Cela a même récemment atteint un point où 2 hauts responsables russes se sont exprimés sur le coût de la guerre et sur la façon dont cela pourrait bientôt conduire à une phase de crise économique. Le ministre de l'économie du pays, Maxime Rechetnikov, a déclaré que l'économie du pays est bel et bien sur le point de passer à une récession. Pendant ce temps, la gouverneure de la Banque centrale de Russie, Elvira Nabiullina, a déclaré le 20 juin que la dynamique derrière l'expansion économique de la Russie s'estompe rapidement. Et le pays épuise d'importantes ressources internes qui l'ont aidé à rester à flot jusqu'à présent pendant la guerre. Elle a notamment souligné les actifs liquides du Fonds national de richesse de la Russie, qui diminuent à un rythme record, alors que la Russie puise dans ce fonds pour couvrir le coût toujours croissant de son invasion. Cela rejoint les rapports du début de l'année. En mai, par exemple, Anders Asland, un économiste suédois de premier plan, a prédit que le Fonds national de richesse de la Russie pourrait être complètement épuisé d'ici l'automne de cette année. Notant que le fonds était déjà passé d'environ 117 milliards en 2021 à seulement 31 milliards à la fin de 2024, Asland a déclaré « La pénurie la plus critique, cependant, concerne le financement du budget, car les dernières contenues en réserves liquides salées de la Russie devraient probablement s'épuiser à l'automne 2025. Des coupes budgétaires deviendront alors nécessaires. En attendant, l'économie de guerre pourrait également exiger un contrôle des prix et un rationnement d'anciens péchés soviétiques. À mesure que le risque d'un krach financier augmente, l'économie russe en péril est sur le point d'imposer de sérieuses contraintes à la guerre de Poutine. De nombreux autres experts économiques du monde entier ont prédit la stagnation, la récession, des crises et des krachs pour l'économie russe. Mais c'est l'une des premières fois que les propres responsables russes avertissent publiquement le Kremlin des coûts de la guerre. Vladimir Milov, un homme politique d'opposition russe et ancien conseiller économique du gouvernement, estime que c'est un signe de la gravité de la situation. Car même les patrons des banques russes et le ministre des Finances ne peuvent plus se voiler la face et prétendre que l'économie va bien. Ces responsables russes réalisent leur responsabilité dans l'échec de toute cette politique. Ils comprennent qu'ils devront faire face aux conséquences et qu'ils ne peuvent pas ignorer la réalité. Le moment devait venir où ils en parleraient ouvertement. Et c'est ce qu'ils ont fait. Comme on pouvait s'y attendre, Poutine est rapidement intervenu pour minimiser les avertissements. Lors du récent Forum économique international de Saint-Pétersbourg, il a de nouveau affirmé que l'économie russe est solide. Malgré l'effort de guerre coûteux et les innombrables sanctions imposées à la Russie par d'autres pays du monde entier, il a même affirmé que l'économie russe croissait plus rapidement que la moyenne mondiale. Mais les données ne mentent pas, et les statistiques dressent un tableau bien différent de l'image optimiste que Poutine veut présenter. Les dépenses militaires explosent. Moscou fait face à une inflation rapide. Les taux d'intérêt atteignent des sommets historiques. Et le Fonds national de richesse s'épuise rouble par rouble. Comme l'a expliqué Milov, tout le soi-disant miracle économique de la Russie après l'invasion à grande échelle et les sanctions s'est résumé à un seul facteur. Le gouvernement a brûlé ses réserves financières accumulées pour soutenir l'économie. Il devait forcément arriver un moment où ces ressources deviendraient si rares que tout le monde commencerait à en parler très sérieusement. Les investissements n'affluent pas en Russie. Tout ne se développe qu'aux frais des fonds budgétaires, et ces fonds budgétaires sont en diminution. Une autre experte en la matière, la politologue russe exilée Ekaterina Shulman, a expliqué comment, à mesure que l'économie russe s'affaiblit de plus en plus, la pression sur Poutine augmentera inévitablement. Et le peuple pourrait finalement se retourner massivement contre lui. Un net ralentissement économique, une détérioration soudaine du niveau de vie, visible à travers des salaires et des pensions impayées, des pénuries de biens essentiels, seront interprétés comme un signe de faiblesse de la part des dirigeants. Elle a ajouté « Si les choses brûlées se détériorent si rapidement que des signes de dysfonctionnement deviennent visibles, des signes que le système ne tient plus, cela devient un signal dangereux pour la stabilité du régime. » Tout cela ramène à cette statistique incroyable et impressionnante sur le rapport coût-efficacité des frappes de drones, 15 contre 1. Si l'Ukraine peut continuer ainsi, infligeant autant de dégâts coûteux à la Russie grâce à ses frappes répétées et bien planifiées, tout cela finira par peser sur l'économie déjà déclinante du pays. Et, comme l'affirme Sersky, l'Ukraine n'a aucune intention de relâcher la pression avec ses attaques de drones. Bien sûr, nous continuerons les frappes sur le territoire russe, dans le cadre de la campagne de frappes en profondeur. Nous allons augmenter à la fois l'ampleur et la profondeur de nos attaques. En tenant compte du fait que nous ne combattons pas contre la population civile, nous visons et détruisons strictement des objectifs militaires. Il est intéressant de revenir sur le déroulement de la guerre et de voir comment la situation a évolué au fil du temps.
en particulier en ce qui concerne l'utilisation des drones par les deux camps. Les drones n'étaient pas des éléments majeurs du conflit à ses débuts. La Russie a plutôt préféré s'appuyer sur un mode de guerre plus conventionnel, en franchissant les frontières de l'Ukraine avec des chars et des véhicules blindés, en creusant des tranchées, en fortifiant des positions et en gagnant du terrain petit à petit par l'usure. L'Ukraine, quant à elle, avait peu de temps pour penser aux drones ou aux contre-attaques. Ses forces étaient bien trop occupées à s'enterrer et à défendre les terres qu'elles possédaient. Avec le temps, les choses ont changé. Au fur et à mesure que la guerre progressait, la Russie a commencé à utiliser des drones avec une régularité croissante. En 2022, certains mois ne comptaient que des dizaines de frappes de drones, mais en 2023, en 2003, le nombre total d'attaques est passé à 4700, puis a presque triplé en 2024, avec un total estimé à 13 800 frappes de drones. En 2025, la Russie a intensifié ses attaques encore davantage, avec certains mois comptant plus de 2000 frappes de drones. La Russie est devenue tellement dépendante des drones qu'ils représentent désormais environ 70% de tous les morts et blessés en Ukraine. Et les soldats et civils ukrainiens ont appris à craindre le bourdonnement distinctif, le vrombissement des drones au-dessus de leur tête. Ils ont également dû s'adapter, en comptant fortement sur les systèmes de défense aérienne, dont beaucoup ont été fournis par des alliés du monde entier, comme l'Ital Air IST, Surface, Launched Medium allemand, pour abattre les drones dans le ciel. Cependant, même si l'Ukraine a trouvé de nouveaux moyens de se défendre, la Russie a maintenu la pression. La Russie a beaucoup investi dans les drones iraniens Shahed 136 et Shahed 131 pour frapper des cibles à travers l'Ukraine, tout en améliorant également sa production nationale de drones. La Russie a récemment construit une immense usine de drones dans la zone économique spéciale d'Alabouga par exemple, qui serait capable de fabriquer jusqu'à 6000 drones par an. En plus de cela, la Russie investit dans la formation des opérateurs de drones et cherche des moyens de rendre ces drones plus intelligents et plus meurtriers, comme l'intégration de la technologie de l'intelligence artificielle qui pourrait permettre aux drones de voler et de frapper des cibles de manière totalement autonome. Mais l'Ukraine a également fait des progrès significatifs dans la guerre des drones. En fait, on peut dire qu'elle est la plus forte et la plus habile des deux camps dans ce domaine. Voici pourquoi la Russie compte souvent sur la force brute pour arriver à ses fins, et cela se voit clairement dans la façon dont elle utilise ses drones. Elle envoie régulièrement d'énormes vagues de drones au-delà de la frontière pour frapper des cibles ukrainiennes. Certains réussissent, atteignant leurs cibles et causant malheureusement des dégâts, détruisant des bâtiments et tuant ou blessant des soldats et des civils. Cependant, de nombreux drones russes sont également perdus. En fait, des milliers sont abattus par les défenses aériennes ukrainiennes et les systèmes de guerre électroniques sans jamais causer le moindre dégât. Et chaque drone détruit représente une perte coûteuse pour la machine de guerre russe. Certains de ces drones coûtent à la Russie des centaines de milliers de dollars à acheter ou à fabriquer. C'est une somme énorme à gaspiller pour aucun résultat, surtout à un moment où l'économie est en grande difficulté. L'Ukraine est beaucoup moins dépensière et agit de façon plus calculée et réfléchie dans ses frappes de drones. Elle ne veut pas voir ses drones s'écraser du ciel sans atteindre leur cible. Elle veut que chaque lancement de drone ait une véritable chance de réussir, pour que chaque frappe soit aussi rentable et efficace que possible, en se concentrant non seulement sur les dégâts causés, mais aussi sur la valeur. C'est cette approche qui a aidé l'Ukraine à planifier et exécuter des attaques, comme l'emblématique opération Toile d'araignée de juin, où les forces armées ukrainiennes ont caché plus d'une centaine de drones dans une série de camions. Ils ont ensuite positionné ces camions à des endroits stratégiques à travers la Russie, même dans ces régions les plus orientales, à des milliers de kilomètres du sol ukrainien, à proximité de bases aériennes importantes. Puis, au moment opportun, les toits des camions se sont ouverts. Des dizaines de drones se sont envolés et ont pris les Russes complètement par surprise, frappant de nombreux avions coûteux et importants qui étaient stationnés sur les bases à ce moment-là. Cette attaque à elle seule aurait causé pour 7 milliards de dollars de dégâts, ainsi qu'en mettant hors service une grande partie de la flotte russe, de porteurs de missiles de croisière stratégiques. Et l'Ukraine n'a même pas eu besoin d'utiliser des drones sophistiqués et coûteux pour y parvenir. En fait, on dit que les drones utilisés coûtaient moins de 1000 $ chacun, certaines estimations les situant même autour de 500 $ l'unité. Cette attaque, à bien des égards, était symbolique de l'ensemble de la guerre. Jusqu'à présent, l'Ukraine dispose de beaucoup moins de ressources, de moins d'argent, et fait face à des obstacles presque insurmontables dans de nombreux domaines. Elle a tout de même réussi, grâce à sa détermination, sa résilience et une stratégie intelligente, à accomplir quelque chose qui aurait pu sembler impossible.
Frapper en plein cœur de la Russie et infliger d'énormes dégâts et perturbations avec seulement du matériel bon marché est simple. Et bien que l'opération Toile d'araignée ait fait le plus de gros titres, ce n'est de loin pas la seule frappe de drones ukrainiennes réussie de 2025. En fait, il y a eu de nombreux, très nombreux, rapports au cours de l'année, jusqu'à présent, sur les forces armées ukrainiennes, réalisant des exploits remarquables grâce à leur armée de drones en pleine croissance et évolution. À peine une semaine après l'opération Toile d'araignée par exemple, il y a eu la soi-disant attaque Toile d'araignée 2.0. Cela impliquait apparemment aussi que des drones soient secrètement dissimulés et positionnés stratégiquement loin derrière les lignes ennemies, cachés dans les wagons à grains d'un train qui transportait également des dizaines de véhicules militaires russes et d'autres équipements. Une fois de plus, lorsque le moment était venu, les opérateurs ukrainiens ont frappé, libérant l'essaim de drones et attaquant le train lui-même, endommageant et détruisant prétendument une centaine de véhicules russes. L'Ukraine a également réussi à plusieurs reprises à éliminer des cibles de grande valeur lors de ses frappes de drones, comme des systèmes de défense aérienne. Par exemple, en novembre de l'année dernière, un seul pilote de drone ukrainien, dont le nom de code est Ajax, a utilisé un drone qui ne coûtait que quelques centaines de dollars, pour infliger des millions de dollars de dégâts à l'équipement russe. Ajax menait une mission à ce moment-là, lorsqu'il est tombé sur un système de défense aérienne tactique russe, Obiedinionaya Sistema Aviatsii. Il a saisi l'occasion, frappant l'Obiedinionaya Sistema Aviatsii et regardant avec joie le système s'embraser. Cela représente jusqu'à 10 millions de dollars de dégâts, en un seul coup. Beaucoup plus récemment, le 26 juin, des rapports ont fait état de drones ukrainiens, ayant réussi à cibler un système de défense aérienne russe, S-400, Triomphe, en Crimée occupée. Des images vidéo de cette attaque ont été partagées sur la chaîne Telegram du renseignement militaire ukrainien, montrant plusieurs drones se dirigeant vers leurs cibles et les frappant, anéantissant les systèmes radars. Et le lanceur S-400 lui-même. On dit que ce système coûte environ un demi-milliard de dollars. Même s'il n'a pas été entièrement détruit, il aura sûrement subi des millions de dollars de dégâts. De plus, chaque fois que des drones ukrainiens détruisent des systèmes de défense aérienne comme celui-ci, cela rend encore plus difficile pour la Russie de détecter et de détruire ces drones lors de futures attaques dans ces mêmes zones. Cela rejoint encore une fois cette stratégie ukrainienne cruciale qui consiste à concentrer ses attaques sur les cibles les plus importantes, celles qui causeront le plus de problèmes et de perturbations à la Russie. De plus, même si l'Ukraine a régulièrement utilisé des drones bon marché et simples pour bon nombre de ses frappes les plus réussies, la Russie devrait s'inquiéter de certaines des avancées incroyables que ses adversaires réalisent dans la technologie des drones. Plus tôt cette année, par exemple, l'Ukraine a dévoilé sa dernière série de drones sous-marins, Toloka, TLK, le TLK 150, le TLK 400 et le TLK 1000. Le TLK 150 est le plus petit du groupe, mais il est incroyablement rapide et performant en tant que drone kamikaze aquatique, avec une portée opérationnelle de plus de 60 miles. Et une gamme de technologies de communication et de surveillance intégrées, comprenant une caméra thermique, un système de positionnement global et des antennes de communication. Il pourrait être utilisé pour frapper des infrastructures de villes portuaires, des ponts et des navires de la marine russe. Le TLK 400 et le TLK 1000 sont plus grands et plus puissants. Le plus gros du lot, le TLK 1000, étant capable de transporter une ogive de plus de 11 000 livres, ce qui pourrait infliger des dégâts incommensurables aux sous-marins nucléaires et aux flottes russes. Ainsi, alors que les drones aériens de l'Ukraine dévastent la Russie sur terre, ces drones sous-marins pourraient bientôt semer le chaos dans ses mers et ses voies navigables également. Quoi qu'il en soit, il est clair que les attaques de drones ukrainiens ont été une force décisive et déterminante dans la guerre. En 2025, anéantissant d'innombrables équipements et infrastructures russes de grande valeur, laissant le Kremlin dans le chaos, écrasant l'économie russe et mettant à genoux l'ancienne puissante machine de guerre russe. Et il n'y a rien que Poutine puisse faire à ce sujet. Maintenant, découvrez-en plus sur la domination croissante de l'Ukraine, dans le domaine des drones, dans notre vidéo récente, qui détaille comment les drones effacent l'artillerie russe de la carte. Un système à la fois. Ou consultez notre reportage sur le récent sommet de l'OTAN, au cours duquel les dirigeants mondiaux ont promis un soutien plus important et plus efficace à l'Ukraine que jamais auparavant. Et enfin, assurez-vous de vous abonner également à notre chaîne Trusted News pour des reportages fiables et à jour sur la guerre et d'autres événements importants dans le monde entier.